Alors, le vrai problème, si vous voulez, aujourd'hui, et c'est ceci qui est grave, c'est que nous avons un décalage complet, un divorce complet entre les données scientifiques actuelles et les décisions politiques qui sont à prendre en fonction de ce que nous autres scientifiques, relayés par les ONG ou en association avec les ONG, pensons. Et c'est un problème de société majeur qui ne pourra pas, si vous voulez, je vous le dis tout de suite, persister dans sa forme actuelle, où on fait une politique de l'autruche, on refuse de voir. On sait, mais on refuse de voir, tout simplement pour des intérêts économiques et financiers. Le fœtus, je le dis tout de suite, les femmes enceintes, et le fœtus, c'est l'étape de la vie d'un organisme humain le plus vulnérable, le plus fragile, le plus vulnérable à la pollution. Et même, bien sûr, ça se poursuit à la petite enfance, l'enfance, et jusqu'à l'adolescence. Au-delà, on est moins vulnérable, mais on l'est encore, bien sûr. Car un point fondamental à toutes ces maladies, c'est que que ce soit le cancer, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, commencent toutes au stade fœtal. L'origine, c'est là. C'est chez le fœtus que ça démarre. Les causes sont déjà là. Autrement dit, quand une maman voit, et c'est ça la gravité de la situation, quand une maman met au monde un bébé, petite fille, petit garçon, le médecin lui dit, oh madame, une fois qu'il a examiné le bébé, il lui dit, oh madame, vous avez mis au monde un enfant formidable. En fait, cet enfant-là est déjà malade. Ça ne se voit pas. Mais il est déjà malade. Car le début de ces maladies-là ont commencé dans le ventre de la mère. Et c'est ça la gravité énorme. On a voulu faire des maladies actuelles, des maladies génétiques, héréditaires. Ça ne représente que 5% des cas, au grand maximum. On a voulu, après, faire, en acceptant des maladies de l'environnement, plus ou moins, on a dit, mais c'est le hasard qui crée ça. C'est 5%, pas plus. Donc vous avez 90% des maladies qui sont liées à la pollution environnementale. C'est ça le fond du problème. Les politiques sont dans le déni. Ils savent, mais ils ne veulent pas voir. Parce que ça les remet en cause. Donc ce que j'ai appris avec la cancérologie, et la façon de me comporter vis-à-vis des malades, c'est exactement la même façon que j'ai aujourd'hui d'envisager le combat sociétal, celui-là, que nous avons tous à mener, et qui est de ne pas accepter la politique de déni qui est celle que nous avons aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs. Ne pas l'accepter, dire la vérité, malgré tous les sarcasmes qu'on peut déclencher à mon encontre. Il faut dire la vérité et faire en sorte de dire que tout n'est pas perdu. Et je pense profondément que tout n'est pas perdu, mais il faut agir vite, car il y a dans toute biologie des phénomènes irréversibles. C'est-à-dire, on n'a pas agi assez vite. Quand vous avez un cancer qui est très évolué, malgré tout ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir prolonger l'espérance de vie, mais vous n'allez pas guérir le malade. Or, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est guérir la société pour les générations futures. Et il est évident que, si vous voulez, le combat que vous menez, vous ici, dans Génération Lyon, Génération Future Lyon, et le combat qu'a mené François Verrette et Nadine Lauvergeat, il est évident que je les ai rejoints et accueillis dès que possible lorsqu'ils étaient
en difficulté parce qu'ils ont créé l'association et qu'il est évident que je soutiens Mordicus leur combat. Et que je vous demande de soutenir Génération Future ici à Lyon, pas uniquement en venant et écouter un professeur qui, à la fin de sa vie, vous dire des tas de choses désagréables, mais, si vous voulez, agir, retrousser vos manches. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir que le record du monde en matière de cancer de la prostate, c'est la Martinique. Et la Guadeloupe probablement aussi, mais la Martinique. Un homme sur 4 fait un cancer de la prostate là-bas. Un Martiniquais là-bas, qui vit là-bas, sur 10, fait un diabète de type 2. Et vous savez qu'en France, nous devons faire face à 3 millions de diabétiques de type 2. Il y a 50 ans, on n'était pas là. C'est une ascension fulgurante. Et les malformations congénitales, vous êtes tous au courant des bébés sans bras, etc. Je suis monté au créneau dans 2 émissions. Dans une RMC, j'ai dit que c'était un mensonge d'État. Non, alors, oui, non, c'était une autre radio d'abord. J'ai dit mensonge d'État. Alors, quand j'ai dit ça sur une radio, l'autre radio tout de suite m'a contacté. Ah, vous avez dit mensonge d'État, venez. J'ai donc confirmé mensonge d'État. Parce que c'est ça, ce sont des véritables. C'est un exemple parmi d'autres, mais ce sont des mensonges d'État. On ne veut pas voir la réalité en face. En Martinique, pour prendre c'est un bon exemple, vous avez un taux de malformation congénitale chez l'enfant qui a explosé. Je crois que c'est 2 à 3% les enfants qui naissent mal formés. On peut parler de 2 infections qui sont antagonistes l'une de l'autre et qui sont la même chose. Je vais vous dire pourquoi. La maladie d'Alzheimer et l'autisme. La maladie d'Alzheimer n'existait pas quand j'ai fait mes études médicales. Ça n'existait pas. On avait vu un cas, Loïs Alzheimer est décrit, et cette maladie a été décrite sur un seul cas. Loïs Alzheimer, il est anatomopathologiste. Il a étudié, si vous voulez, le cerveau d'un ou d'une malade, je ne sais plus, qui était mort d'une démence particulière. Et il a vu des lésions tout à fait particulières, caractéristiques d'une maladie nouvelle, qu'il a appelée maladie d'Alzheimer, alors qu'on appelle maintenant maladie d'Alzheimer. Quand j'étais chez un très grand neurologue français qui est Raymond Garcin, à Pitié-Salpêtrière, on parlait, on chuchotait, tiens, il y a eu un cas d'Alzheimer, etc. Mais il n'y en avait pas 3 millions comme aujourd'hui. Non, 1 million comme aujourd'hui, pardon. 3 millions de diabétiques, 1 million d'Alzheimer. L'OMS prévoit d'ailleurs un doublement de la maladie d'Alzheimer tous les 12 ans dans le monde. L'autisme, ça a exactement les mêmes causes que l'Alzheimer. Avec les champs électromagnétiques, les pesticides organochlorés, mais en plus le mercure, l'intoxication au mercure. Et là, on va directement aux alliages mercuriels, c'est-à-dire le fait que quand vous avez des couronnes en mercure, il vaut mieux les retirer, surtout si vous êtes jeune et que vous voulez avoir des enfants, car l'intoxication du mercure, ça se transmet de la mère au fœtus et ça donne de l'autisme. J'étais, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus, à faire une conférence comme ceci, je ne sais plus où d'ailleurs, et si vous voulez, il y a une femme à la fin de la consultation qui vient me voir, qui me dit: docteur, c'est très bien tout ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas parlé du mercure. Et je lui ai répondu: madame, il y a tellement de polluants que je n'ai pas parlé du mercure parce que j'ai pas eu le temps ou j'y ai pas pensé, etc. Mais quand je suis retourné, alors, elle me dit: docteur, j'avais des amalgames avec du mercure
j'ai 3 enfants autistes, avec des taux de mercure élevés. Elle avait des amalgames mercuriels, elle s'était fait partir, et elle avait 3 enfants autistes. Quand je suis retourné sur Paris, j'ai demandé à mon collègue et collaborateur Philippe Irigaray, regarde dans la littérature s'il y a une raison de penser que le mercure peut donner de l'autisme. Donc l'Alzheimer, c'est plutôt après la grossesse que la pollution se fait. On va retrouver le mercure et d'autres métaux lourds également dans l'Alzheimer. Donc, et pour l'autisme, c'est pendant la grossesse. L'autisme est en explosion. Interrogez, je ne sais pas s'il y a des instituteurs, enfin ce qu'on appelle autrefois des instituteurs, mais des professeurs des écoles dans cette salle, ils vous diront, avant, on n'avait jamais d'autisme, maintenant on en a 1 à 2 dans chaque classe. C'est un enfant sur 60 qui naît autiste aujourd'hui. Dernier chiffre. Les polluants, je vous ai dit, ils étaient de toutes catégories. Il y a des pollutions chimiques, dont font partie les perturbateurs endocriniens, et en particulier les pesticides. Mais tous les pesticides n'agissent pas, ne sont pas des perturbateurs endocriniens. On résume ces molécules, ces toxiques environnementaux sous le terme de CMR, c'est-à-dire cancérigène, c'est C, mutagène, M, et reprotoxique pour R. Vous voyez déjà que les mécanismes sont différents. Il va y avoir des mutagènes. Bon. Les pesticides endocriniens ne sont pas mutagènes. Ils dérèglent. Ils dérèglent, si vous voulez, le système hormonal d'une façon ou d'une autre, mais ils ne créent pas de mutation. Dans le cancer, il y a des mutations. Dans les malformations congénitales, il y a des mutations. Et dans le cancer, il n'y a pas que des mutations, je vais y revenir dans un instant. Si on prend par exemple l'électro-hypersensibilité, les travaux que nous faisons aujourd'hui, on sait que c'est le système limbique qui est impliqué. Autrement dit, c'est le cerveau, partie du système du cerveau, dans les lobes temporaux, qui explique les symptômes qu'ont les malades électro-hypersensibles. Même ça c'est des travaux qui sont actuellement en cours de publication, mais même cela, si vous voulez, est quelque chose qui est difficile à faire passer dans la communauté médico-scientifique internationale, tout simplement parce que les gens ne sont pas encore mûrs. Mais ça va venir. Dans 15 ans, on reconnaîtra sans aucun problème le lien de cause à effet entre l'électro-hypersensibilité et les champs électromagnétiques. C'est clair. Mais pour l'instant, non, parce qu'il y a toujours cette politique avec les technologies, la fuite en avant de la technologie sans fil. Donc, vous voyez, c'est typique. On se heurte de plein front à une politique économique qui est contraire à la santé. Je suis désolé de le dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les portables, bien sûr, et qu'il faut supprimer les personnes, mais il faut limiter l'utilisation des portables, c'est indiscutable. Et mettre le Wi-Fi partout, mettre les compteurs LinkedIn partout, c'est une aberration complète.